Bonjour à vous et bienvenue à la Foire du Livre de Bruxelles pour une rencontre un peu particulière. Deux petits mots à propos du programme qui amène aujourd'hui des mamies conteuses sur le plateau. C'est le programme Objectif Lire que développe la Foire du Livre de Bruxelles. Ce sont des actions sociétales que nous menons depuis plus de 4 ans maintenant, avec des femmes en alphabétisation, avec des détenus, avec des personnes à mobilité réduite et aussi avec des seniors. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir 3 mamies conteuses de Molenbeek et elles vont nous raconter des légendes de Bruxelles et de Wallonie. Alors, appelez tous les enfants, c'est un moment suspendu, tout à fait particulier. Et je vous présente les mamies conteuses. Il y a Marguerite, il y a Janine et il y a Eva, et elles vont vous raconter des histoires de Bruxelles et de Wallonie. Janine, c'est toi qui commences ? Voilà. Donc moi je vous présente le livre qui nous a donné des extraits à vous raconter, à vous lire. Il s'agit du Vieux Bruxelles de Daniel et Charles Leysen. Je vais vous raconter d'abord l'histoire de Manneken Pis. Il y a beaucoup d'histoires sur Manneken Pis. Donc la première histoire, c'est certains racontent qu'un riche bourgeois de Bruxelles, ayant perdu dans une fête son fils unique, âgé de 3 ou 4 ans, qu'il aimait beaucoup, le retrouva après une semaine au coin de la rue de l'Étuve. Il était occupé à uriner, faisait pipi, comme le petit bonhomme qui le fait encore aujourd'hui. Le père était très riche et il décida d'offrir donc une fontaine en souvenir de ses retrouvailles avec son fils. D'autres racontent qu'une sorcière demeurait autrefois au coin de la rue de l'Étuve et qu'un enfant vint uriner sur sa porte. Elle le condamna à continuer cette fonction au même endroit pour toujours. Mais par chance, un saint homme réussit à casser le mauvais sort et la méchante sorcière réussit... Non, la méchante sorcière, le mauvais sort de la méchante sorcière, excusez-moi, et réussit à placer au cours de la rue de l'Étuve une statue qui n'a cessé d'uriner de l'eau claire jusqu'à ce jour. D'autres encore vous diront que dans une grande procession, un petit prince de Bruxelles nommé Godefroy, qui portait un cierge et marchait en tête de la procession, s'arrêta brusquement pris par une terrible envie d'uriner. Il se plaça au coin de la rue de l'Étuve et de la rue du Chêne et pissa tout le temps que durait la procession, c'est-à-dire presque pendant 1 heure. On considéra cette action interminable comme une punition au manque de respect pour la procession. Et pour se faire pardonner, on éleva une fontaine à cet endroit qu'on appela Manneken Pis. D'autres nous racontent que cette statue a été élevée en l'honneur d'un petit garçon nommé le petit Julien, qui sauva la ville au XIIIe siècle en éteignant la mèche avec laquelle les ennemis de la ville allaient mettre le feu. Il éteignit cette mèche en pissant dessus et sauva la ville de Bruxelles d'un terrible incendie. On raconte encore qu'un méchant homme enleva un prince pour en obtenir de l'argent. Mais le père de cet enfant fit tellement de recherches qu'il retrouva l'enfant au coin de la rue de l'Étuve, là où il avait été enlevé. Et l'enfant faisait pipi quand on le retrouva. Et ses parents, tellement heureux, décidèrent de placer une statue au coin de la rue en reconnaissance de cette grande joie. Finalement, nous ne saurons jamais quelle est la vraie histoire de Manneken Pis. Certains l'appellent le petit Julien, mais d'autres aussi aiment se souvenir qu'il s'agit d'un petit prince. Et il est resté le plus vieux bourgeois de Bruxelles que le monde entier nous envie. Manneken Pis est une petite statue en bronze de 55 cm et demi. Il possède plus de 1000 costumes et tenues différentes. Sa garde-robe est installée dans le musée de la rue du Chêne. Alors je vais vous parler d'une autre histoire qui se passe toujours à Bruxelles, le comédien de la rue de l'Esprit. On raconte qu'un comédien qui jouait au Grand Théâtre de Bruxelles habitait rue de l'Esprit. Un bon matin, on lui annonça la mort de son grand-père, qu'il n'avait jamais vu. Ce grand-père lui léguait tous ses habits et tous ses meubles. Le comédien, peu flatté par un cadeau aussi médiocre,
vendit le tout à l'exception d'une culotte, une culotte rouge, une sorte de pantalon dont il avait besoin pour jouer un personnage ridicule. Pardon. Il mit ce vêtement le soir même sur la scène et joua fort bien la comédie. Et comme tous les soirs, après la représentation, il quitta le théâtre pour la rue de l'Esprit. Avant de se coucher, il jeta la culotte sur la chaise. Mais dès que la lumière fut éteinte, il entendit un léger bruit. La porte s'ouvrit et laissa apparaître un vieillard coiffé d'un bonnet de laine et vêtu d'une longue robe jaune. Il tenait à la main une petite lampe qui éclairait faiblement la pièce et qui projetait son ombre sur les murs blancs de la chambre. Le comédien soupçonna que c'était le fantôme de son grand-père. C'était en effet l'esprit du vieillard qui venait hanter les lieux. Le vieillard prit la culotte rouge, la retourna lentement dans tous les sens, poussa un long soupir et disparut à travers le mur sans dire un mot. Le comédien était glacé d'effroi, il tremblait de peur. Mais dès que la chambre fut retombée dans les ténèbres, il vit dans l'obscurité la culotte rouge qui se mit à danser, à fouetter les rideaux, battre les murs, les vitres, renversant tout ce qui se trouvait sur son passage. Le comédien se lamentait. « Que vais-je devenir? Qu'est-ce qui m'arrive ?» À ce même instant, la culotte courut à lui et le gifla rudement. Ce fut en vain qu'il cacha sa tête sous les couvertures, la culotte continuait à le souffleter. Il eut si peur que le comédien quitta la chambre et alla à l'église demander de l'aide au curé. Le vieux prêtre l'accompagna, muni d'un livre de prière et de l'eau bénite, pour chasser l'esprit du grand-père. Mais quand il arriva dans la chambre, tout était rentré dans l'ordre. La culotte rouge était tranquillement posée sur le lit. « Mon garçon, lui dit le prêtre en souriant, vous avez sans doute fait un mauvais rêve. Allez en paix et n'y pensez plus. » Le vieux prêtre se retira. Le comédien regarda la culotte et se dit qu'il n'irait pas la vendre de crainte d'attirer à nouveau l'esprit dans son logis. Le lendemain, il se décida à la brûler dans un grand feu et il ne revit plus jamais le fantôme de son grand-père. Je vais boire un coup parce que sinon je ne pourrai pas vous lire la suite. Et la suite, c'est un conte d'un auteur anonyme, donc il n'est pas issu de ce livre-là. Il était une fois un petit garçon nommé Cosimo. Il vivait heureux auprès de ses parents, modestes gardiens d'une propriété au bord de la forêt de Soignes, à Bruxelles. L'enfant en connaissait tous les chemins. Il aimait particulièrement découvrir les petites clairières qui se présentaient entourées de grands arbres majestueux. Mais ce jour-là, Cosimo ne retrouva plus son chemin. Les sentiers avaient disparu sous d'épaisses couches de feuilles. Le soleil se coucha, les oiseaux se turent, et le petit Cosimo commença à s'inquiéter. Le ciel s'obscurcit, et la nuit descendit doucement sur la forêt. Par chance, Cosimo découvrit un vieux chêne creux. Il lui sembla que l'arbre se mit à lui parler. « Viens, viens t'abriter, je te protégerai, lui dit-il. Cosimo, fatigué mais confiant, s'engouffra au creux du tronc vermoulu et il s'endormit. À son retour, à son réveil, le vieux chêne lui dit « Je sais que tu aimes la forêt. Tous les arbres nous aiment bien, nous t'aimons beaucoup. Je suis vieux. J'ai vu bien des bonheurs dans cette forêt. Mais maintenant, nous sommes en danger. Regarde autour de toi. Les hommes polluent. Ils ne respectent rien. Ils emploient des produits dangereux. Le sol est trop sec. Un jour, la forêt prendra feu, c'est certain. Il y a des personnages malveillants qui souhaitent tout brûler. Mais moi, que puis-je faire ? Demanda Cosimo. Puisque tu aimes la forêt, tu devras rencontrer la fée des bois. Elle seule pourra t'aider. L'enfant voulut poser plein de questions, mais le vieux chêne se tut. Quand il essaya de sortir du creux de l'arbre, une énorme araignée se mit à tisser avec adresse une toile robuste qui l'empêchait de se dégager. Cosimo eut très peur. Il se sentait prisonnier. La forêt risque l'incendie, se dit-il, et courageusement, malgré sa peur, il ramassa une pierre et brisa la toile qui le tenait enfermé.
Pourquoi n'acceptes-tu pas ma protection lui dit l'araignée. Mais je ne veux pas être protégée, je veux sauver la forêt, dit Cosimo en colère. Je te laisserai partir si tu me dis encore que je suis belle. Je dis, réponds-moi. L'araignée lui dit, personne ne m'aime et j'ai besoin de ton amitié. Cosimo, effrayé par l'aspect repoussant de l'araignée, mais admiratif face à cette toile énorme tissée en si peu de temps, se dit que tout de même, une amitié pareille ne pouvait pas se refuser. Il fit beaucoup de compliments tendres et attentionnés à l'araignée. Charmée par sa gentillesse, elle lui rendit sa liberté. « Je serai toujours une amie en cas de besoin, lui dit-elle. Où que tu sois, je te rejoindrai. » Cosimo, ravi, s'en fut sur les chemins difficiles, inconnus pour lui. Il ne se découragea pas, mais se posait inlassablement cette question « Comment trouver la fée des bois ?» Les fées aiment peut-être les chansons, se dit-il. Et il se mit à chanter une mélodie que lui chantait sa maman. « Ma petite est comme l'eau, elle est comme l'eau vive, elle court comme un ruisseau que les enfants poursuivent. » Soudain, comme attiré par la chanson, se présenta à lui un étrange taureau bleu. Une légère fumée sortait de ses narines, et malgré son museau impressionnant, il sembla à Cosimo que le taureau de cette couleur-là ne pouvait être que sympathique. « Saute sur mon dos, lui dit-il, je te porterai loin. » Après quelques lourds galops, il déposa l'enfant devant un étrange château qui semblait abandonné. Les portes et volets clos, lamentablement décrépits, lui firent une triste impression. « Te voici chez la fée des bois, lui dit le taureau bleu. » Et il disparut. Cosimo se rendit soudain compte qu'il avait froid, mais toutes les grilles du château étaient fermées. C'est alors qu'une petite porte de côté, bien dissimulée, s'ouvrit doucement, et un bizarre petit nain, au visage légèrement difforme, à la démarche saccadée, vêtu d'un pantalon trop long et d'une veste trop large, l'invita à entrer. « Viens te réchauffer, lui dit-il. Ma maison est petite, mais tu seras bien au chaud. » Dans l'obscurité de la cabane, Cosimo vit un superbe feu de bois. Il avait si froid qu'il n'hésita pas longtemps et accepta l'invitation. « Viens, ne crains rien, nous pourrons faire de grandes choses ensemble, lui dit le nain. « Moi, je veux sauver la forêt. Comment pouvons-nous faire, lui dit Cosimo. Le nain sourit, mais sa bouche fit une grimace qui le rendit soudain fort inquiétant. « Fais-moi confiance, ce n'est pas la première fois que j'utilise le feu, dit le nain en riant. » L'enfant comprit trop tard que ce personnage maléfique était un des dangers dont lui avait parlé le chêne. Afin de gagner un peu de temps, il lui dit « Je te remercie pour ton accueil, mais avant tout, permets-moi de me reposer, je suis si fatigué. »« Tu as raison, lui dit le nain. Nous serons plus forts demain après une longue nuit de sommeil. » Cosimo ne ferma pas l'œil, et dès que le nain fut endormi, il sortit et se présenta devant les grilles du château. « La fée des bois se montrera peut-être, se dit-il. » Soudain, grâce à la clarté généreuse de la lune, il aperçut une belle jeune fille penchée à la fenêtre de la tour. Elle semblait bien triste, et se croyant seule, fredonnait elle aussi la mélodie qu'il connaissait si bien. « Ma petite est comme l'eau, elle est comme l'eau vive. » Il perçut dans son chant une profonde mélancolie. Et le souvenir de sa maman lui revint. Cosimo, sans le vouloir, se mit lui aussi à chanter sa chanson préférée. La jeune fille l'entendit et lui dit « Qui es-tu » ?« Je suis l'amie de la forêt, » répondit l'enfant. « Et que veux-tu » lui demanda-t-elle. Il raconta son histoire et il dit qu'il souhaitait rencontrer la fée des bois. « Je suis la fée des bois, » lui dit-elle. « Mais hélas, le méchant nain m'a jeté un mauvais sort et je suis prisonnière dans mon château. Toi seul peux me sauver. » Cosimo, chagriné par la détresse de la fée, se mit à réfléchir intensément et il se souvint de son amie l'araignée qui avait promis de l'aider.
Alors il se mit à penser si fort à elle qu'au bout d'un moment, comme par magie, il la vit arriver suspendue à un long fil. Elle se présenta à lui en disant « Je suis à ton service, je crois que tu as besoin de moi. Je peux travailler pour toi si tu me répètes encore que je suis belle. » Cosimo, heureux de retrouver son ami, lui fit 1000 compliments et l'araignée se faufila joyeusement à l'intérieur de la cabane. On entendit bientôt le nain grogner, se plaindre, supplier, gesticuler comme un démon au milieu d'une énorme toile indestructible. Le nain, qui ne craignait rien ni personne, se trouva soudain perdu et anéanti par la présence de l'araignée. « Maintenant, lui dit Cosimo, tu devras libérer la fée des bois et lui rendre ses pouvoirs. » Le nain, terriblement effrayé, impuissant et faible, promit tout ce qu'on lui demandait. « C'est juré, dit le nain, en tremblant, mais éloigne cette maudite araignée de ma vue. Quand j'ai découvert que cette jeune fille était la fée des bois, je ne l'ai pas supportée. J'ai dérobé sa couronne magique qui lui donnait tous les pouvoirs et je l'ai enfermée dans son château. » Et il ajouta désespéré, « Laissez-moi partir loin d'ici. Moi, je ne suis rien, je suis laid, tout petit et seul. » Cosimo lui expliqua que nous avions tous une tâche à accomplir, du plus petit au plus grand. « Vois-tu, je ne suis qu'un enfant, mais j'adore la forêt et je veux la protéger. Toi, tu te crois seul et mal aimé, mais si tu le veux, tu peux faire le bien autour de toi et rencontrer des amis. » Le nain se calma en découvrant ces phrases amicales qu'on ne lui avait jamais adressées. Alors il indiqua un objet dissimulé sous les branches et dit « Je vais partir à tout jamais, mais prends ce coffret. Il contient la couronne magique de la fée des bois et aussi un trésor que je t'offre volontiers. » Cosimo s'en empara, l'ouvrit, et tous les pouvoirs féeriques s'en échappèrent. La fée des bois lui dit dans un grand sourire « Pour te remercier, mon ami, je vais t'aider à retrouver tes chers parents. Et si tu veux emporter le trésor dont a parlé le nain, prends-le. » Et Cosimo lui répondit « Non, mon plus grand trésor, c'est la forêt. » Alors la fée lui promit d'utiliser tout son pouvoir pour l'aider à convaincre les hommes de protéger et de respecter cette forêt qu'il aimait tant. Voilà. Et maintenant, l'histoire du chat de l'empereur. Il y a bien longtemps, au début du XVIe siècle, nous faisions partie des 17 provinces qui formaient les Pays-Bas espagnols, sous la couronne de l'empereur Charles Quint. Cet empereur aimait beaucoup quitter son palais la nuit incognito. Il se déguisait, se mêlait à son peuple pour tirer à l'arbalète, fréquenter et boire dans les cafés, les cabarets, du bas de Bruxelles. Un jour, un banquier genois, possédant de nombreux comptoirs en Orient, était de passage à Bruxelles. Il vint lui présenter ses hommages. Connaissant les penchants animaliers du seigneur, il pensa pouvoir faciliter son admission à la cour en lui offrant un petit animal rarissime pour l'époque, que les hommes de science avait baptisé chat. Ce fut, dit-on, le premier de l'Empire. Le financier partagea durant plusieurs semaines la table de Charles Quint. Les courtisans s'extasiaient devant ce petit seigneur de couleur cendrée qui semblait les dédaigner. Il dormait, ouvrant de temps en temps un œil, mais ne daignant pas les reconnaître. Parfois même il bâillait de toutes ses forces, puis retombait dans les bras de Morphée, le fils de la nuit et prince des chats. Ce nouveau venu à la cour brillait par son intelligence et connaissait sur le bout des pattes les moindres détails du protocole. Quoique castré, ce qui éveillait parfois la moquerie de certaines mauvaises langues, le matou était comblé. Les courtisans l'ont tellement vénéré qu'à la longue, le délicieux félin se considérait comme étant de la lignée des Habsbourg. Dès lors, rien ne l'empêchait de partager les faits et gestes de son auguste maître. Mais notre vénéré chat
ayant conservé quelques relents de son instinct aventurier, finit par se lasser de cette vie surupeuse, ô combien monotone. Certes, la situation était bonne et stable, mais quel ennui! Si mon maître se permet de sortir tous les soirs déguisé, c'est qu'il y trouve beaucoup de plaisir à se trouver hors des contraintes du palais. Il ne tient qu'à moi de changer de peau et de le suivre. Et il passa à l'exécution de son plan. Le diable avait si bien œuvré que notre chat, tout en évitant certains cabarets bruyants et malfamés, s'égara dans le labyrinthe de Venelle et d'impasses du sordide quartier Saint-Roch, où seuls les coupe-jarrets de cette sorte de cour des miracles pouvaient prétendre à en connaître les dédits. Le lendemain, l'église du Coudenberg sonnait 7 heures. C'est au 7e coup de cloche que notre chat venait tout naturellement lécher le bout du nez de notre monarque et se blottir dans ses bras, suivant un protocole qu'ils étaient jurés de respecter. Le souverain s'éveillait généralement au premier coup de langue. Le lendemain de son escapade, il était bien évident que l'empereur ne bénéficia pas de cette traditionnelle caresse. Ni le lendemain, ni le surlendemain. Il fut bien triste de la soudaine disparition de son comparse, et il offrit une prime énorme à celui qui viendrait le ramener au palais. Toute la ville était en effervescence. Offrir une prime de 100 000 ducats or pour amener le chat de l'empereur, c'était l'occasion toute rêvée pour pouvoir s'enrichir. Vous me croyez ou pas, on vit s'allonger une file d'autochtones allant du Coudenberg jusqu'à l'église du Sablon, amenant sous leurs bras leur petit animal domestique. Un chroniqueur de l'époque prétend même avoir constaté la présence d'un pachyderme. Vous vous rendez compte, un éléphant dans cette longue queue? Personnellement, je pense qu'il a dû abuser de la bouteille. Et les jours passaient, et la file quotidienne diminuait. Et l'empereur n'avait toujours pas, malgré la prime offerte, retrouvé son chat. Un beau matin, on vit apparaître à l'entrée de la cour d'honneur du palais une sorte de caricature qui se déplaçait sur 4 pattes. Une sorte de boule de poil cadavérique qui avançait avec difficulté. C'était notre chat. Il signala son retour par un miaou qu'il lança comme l'aurait fait un vieux coq enroué sur un tas de fumier. Ce cri fit sursauter les courtisans. Ils envahirent 4 à 4 les volets d'escalier du palais au risque de se rompre les os. C'était bien lui, le chat de l'empereur. Squelettique, les oreilles déchirées, envahi de puces espagnoles et les poils de son pelage durcis par la graisse qu'il transportait sur lui depuis de nombreux jours. Le grand argentier de la cour poussa un soupir de soulagement, car cette caricature qui ressemblait à un chat a bien failli lui coûter la rondelette somme de 100 000 ducats or. L'animal fut d'abord choyé et entouré de 1001 soins. Puis l'empereur lui fit subir la question ordinaire, puis la question extraordinaire, et Ramina Grobi lui conta tous les avatars auxquels il avait été confronté durant son escapade nocturne. Le chat est curieux de nature. Il n'avait qu'une idée, découvrir la faune de la cour Saint-Roch, d'où émanaient des odeurs culinaires auxquelles son régime princier ne l'avait pas habitué. Sa présence avait été signalée par un ancien chien de chasse du prince de Ligne, un vieux cabot à la retraite anticipée. Notre matou fut lynché par une meute de chats de gouttière qui grouillaient dans cet enfer à ciel ouvert. Poursuivi par des chiens, il finit par trouver refuge en plongeant par le soupirail d'une cave sordide. Cet antre, où il pensait trouver une paix passagère, était habité par une sorcière qui vivait des produits de la vente de peau de chat. On l'appelait Madame Lapin.
Notre chat a failli y perdre la sienne. Et comme il avait la faiblesse d'y tenir, finalement, après s'être blotti quelques jours dans ce coupe-gorge, après avoir été rossé par ses cousins de race, il réussit à sortir de sa cachette et s'enfuir les pattes au cou. C'est ainsi qu'il finit par retrouver le chemin qui allait le conduire, après 10 jours d'errance et de privation, vers les hauteurs du Mont des Arts. Ému de retrouver son compagnon, l'empereur lui pardonna son incartade. Mais il fallait bien le punir, et le temps passa, et il guérit. Mais les juges devaient proposer leur verdict à l'empereur. À l'avenir, son domaine se limitera aux nombreux greniers du palais, et il descendra dans la salle des festins uniquement à l'heure de la pâtée. Dorénavant, il deviendra le chat de l'empereur à titre honoraire. Logé et nourri, notre minou pontifiera dans ses greniers, loin des hommes. Il régnera au milieu d'une cour de rats, auxquels il avait appris les belles manières. Ces rats, honorés par sa présence, étaient fiers de compter parmi les courtisans de celui que l'on nommait Kaiserskat. Et voilà l'histoire du chien moustache. Par une belle matinée du mois de mai, Nicolas Peers de Gembloux venait à pied à Bruxelles, accompagné de son ami Gentillement, coutelier de Namur. Les deux voyageurs marchaient gaiement. Peers avait un chien d'une intelligence supérieure à la moyenne des autres cabots. Il s'appelait Moustache. Le coutelier connaissait la vantardise de son ami et lui laissait conter ses historiettes sans broncher, sauf parfois marquant son accord par un hochement de tête. « Voulez-vous faire pour demain le pari d'un bon dîner que nous mangerons à Bruxelles? Je vais jeter au pied de cet arbre une pièce d'argent à laquelle vous ferez une marque. Dans 3 heures, nous serons à Wavre. Nous irons nous désaltérer à la taverne, puis j'enverrai de là Moustache à la recherche de cette demi-couronne, tandis que nous poursuivrons notre route. Si Moustache ne nous rapporte pas la pièce à Bruxelles dans notre auberge, je consens à vous payer un excellent dîner à la bruxelloise, rehaussé des meilleurs crus. » Cette proposition sembla si curieuse à Tillement qu'il accepta avec empressement. Il marqua la demi-couronne de 3 croix avec la pointe de son couteau et la remit à Nicolas Peers, lequel la jeta dans le gazon au pied d'un gros chêne qui bordait la route. Le chien en avant, flairant par-ci, flairant par-là, et les 2 amis poursuivirent leur chemin. 3 bonnes lieues les séparaient de Wavre, où ils arrivèrent peu avant midi. Ils y déjeunèrent, après quoi Nicolas dit à son chien, dans le creux de l'oreille, « Maintenant que tu as bien dîné, mon pauvre Moustache, il te faudra faire une corvée. J'ai laissé en route une demi-couronne, comme celle-ci, montrant au chien une pièce d'argent. Tu vas retourner sur tes pas et me la rapporter. » Le chien parut comprendre et reprit le chemin de Gembloux, pendant que les 2 amis, lui tournant le dos, continuèrent leur voyage vers Bruxelles. Gentillement, voyant le chien s'en aller et disparaître bientôt, commença à être intrigué. Ils arrivèrent à Bruxelles à la tombée du jour et allèrent loger dans une auberge qui se trouvait au bout de la rue de la Drèche, à côté du couvent des Chartreux, près du nouveau marché aux grains. Comme Moustache n'arrivait pas, Gentillement aurait déjà triomphé si la tranquillité de Nicolas ne le désarçonnait. Mais que devenait Moustache? 3 heures après que nos 2 voyageurs eurent jeté la demi-couronne dans l'herbe, au pied du chêne, un joyeux compagnon, un rempailleur liégeois, passa par cette même route. Il allait rempailler des chaises à Bruxelles. L'Angélus sonnait au village voisin et notre homme décida de se restaurer.
Cherchant l'endroit idéal pour casser la croûte, il choisit l'ombre du vieux chêne. Il s'y installa et tira de son havre-sac quelques petits pains bien garnis et une bouteille d'eau de vie. À la fin de son repas, il rangea ses provisions et aperçut à ses pieds quelque chose qui brillait dans le gazon. Il y porta la main. C'était la demi-couronne de Nicolas. « Ah, voilà qui arrive bien, dit-il. Une demi-couronne, c'est une bénédiction. J'ai de là de quoi me régaler durant 2 jours entiers à Bruxelles. » Là-dessus, il mit la couronne dans la poche de son pantalon, où elle augmenta sa petite fortune. Il se leva pour reprendre la route, quand il vit paraître devant lui l'astucieux Moustache. Il se mit à le flairer. « Oh, quel superbe chien !» dit le liégeois. Il le caressa et poursuivit sa route, enchanté de voir que le chien le suivait pas à pas. Il traversa Wavre, toujours suivi de Moustache, qu'il flattait de temps en temps. Moustache aimait les caresses et adorait les flatteries. Le rempailleur entra assez tard dans Bruxelles. Il alla loger dans une petite auberge que fréquentaient les ouvriers et qui se situait également rue de la Drèche, mais à l'autre bout, du côté de l'ancien marché aux grains. Il avait fait une longue route. Il soupa copieusement et fêta ce nouveau compagnon qui reçut pour cette circonstance une pâtée de roi. Après avoir bien bu et bien mangé, notre liégeois alla se coucher dans une petite chambre qu'on lui donna. En se déshabillant, il déposa sa culotte sur un vieux fauteuil. Aussitôt, Moustache sauta dessus, s'y installa à son aise et ne tarda pas à s'endormir. « Oh, voilà un chien particulièrement brindé, bien dressé, se dit-il. Il gardera ma bourse, car il a deviné que ma fortune se trouve dans la poche de mon pantalon. » Il ne tarda pas à se jeter au lit et très vite il s'endormit. Minuit sonnait au riche clair. Pendant ce temps-là, à l'auberge, à l'autre bout de la rue de la Drèche, Tillement et Nicolas Pearce allèrent se coucher. Nicolas ne doutait pas de l'habileté de son chien, mais il commença à avoir quelques inquiétudes. Aurait-il regagné Jean Blou, ne trouvant pas ma pièce, se dit-il. Le lendemain matin, la servante apporta aux 2 voyageurs dans leur chambre 2 jattes de café au lait et des tartines au beurre. Le repas fut interrompu par un grand bruit à l'extérieur de l'auberge. Nicolas mit la tête à la fenêtre et vit beaucoup de bourgeois qui riaient devant leur porte, et un chien poursuivi par une vingtaine de petits polissons. L'animal passa si rapidement que Nicolas Pearce eut à peine le temps de le reconnaître. Il s'écria « Je crois que c'est Moustache ». Il n'avait pas encore terminé sa phrase que le chien entra dans la chambre, portant à la gueule une culotte, qu'il déposa sur le plancher. Moustache avait profité du moment où le liégeois avait ouvert sa porte pour réclamer son déjeuner. Le premier mouvement de Nicolas fut d'embrasser son chien. Tillement ne comprenait rien à ce qui se passait. Il se mit à rire en se tenant les côtes. Oh, s'il n'avait pas trouvé la demi-couronne, il rapporte au moins une culotte. Mais la couronne valait mieux. Nicolas secoua la braie du liégeois. Il en tomba plusieurs pièces d'argent. La pièce que Tillement avait marquée de 3 croix roula sur le plancher. Le chien la saisit et la remit à son maître. Et pendant que le coutelier de Namur, se reconnaissant battu, ne tarissait pas d'éloges sur l'admirable talent de Moustache, de nouvelles clameurs s'élevèrent de la rue. C'était le liégeois qui, enveloppé dans un grand manteau que lui avait prêté l'aubergiste, venait réclamer sa culotte, et Moustache qui l'appelait son chien. Finalement, tout s'expliqua. Gentiment paya le dîner auquel le rempailleur participa, et Moustache fut le roi de la fête. Depuis lors, la rue de la Drèche s'est appelée rue de la Braie. Pourquoi ne pas l'avoir appelée rue du chien Moustache? La rue de la Braie, dernier vestige de cette légende, relie le vieux marché aux grains au nouveau marché aux grains depuis 1790.
Et voici l'histoire d'une légende, la légende du Meiboom. Il était une fois, au XIIIe siècle, des bourgeois de Bruxelles qui fréquentaient des guinguettes nommées jadis granges et situées au nord de la ville, au-delà des remparts, à l'endroit dit Marais aux Cygnes. C'est l'emplacement actuel de la rue du Marais. À cette époque, Bruxelles était entourée d'un mur d'enceinte fortifié. L'accès à l'intérieur des murs se faisait par plusieurs portes, comme la porte d'Anderlecht, la porte de Laken ou porte Noire. On peut encore voir les derniers vestiges des remparts au boulevard de l'Empereur. Mais pourquoi donc les bourgeois de Bruxelles buvaient-ils de la bière hors les murs? C'est tout simple, elle était moins chère. Dans la ville, les taxes étaient fort élevées, la bière étant la boisson favorite des Bruxellois, et le lambic se débitait à prix doux aux granges du Marais. Par un bel après-midi de l'an 1213, les épousailles d'une Bruxelloise et d'un louvaniste étaient fêtées dans une guinguette hors les murs. Les louvanistes en querelle avec les Bruxellois à propos d'inextricables taxes sur la bière se présentèrent en face dans le quartier et attaquèrent la grange où la noce se déroulait. Ouh là là, tous les convives se retranchèrent alors dans un établissement où se trouvaient les compagnons de Saint-Laurent, des arbalétriers bruxellois. Sans embâche, ces derniers volèrent au secours des assiégés et reposèrent les attaques des louvanistes. Pour récompenser dignement cet acte héroïque, le duc Jean de Brabant accorda aux membres des compagnons de Saint-Laurent le droit de planter le Meiboom le 9 août, la veille de la fête de Laurent, leur patron. Mais c'est seulement en 1308 que la première plantation eut lieu. Au XVIe siècle, des sources mentionnent que la tradition se perpétue. La Chambre des comptes ducale donna l'autorisation de couper un arbre de joie en forêt de Soignes. On sait aussi que durant le régime français, les habitants du quartier perpétuèrent la coutume malgré la dissolution des corporations et des serments. Le Meiboom a pris une nouvelle configuration au XXe siècle. De nos jours, la tradition continue à se renouveler. Dès l'aube, les porteurs d'arbres s'en vont choisir, chercher l'arbre choisi quelques jours avant en forêt de Soignes. Ils parcourent ensuite la commune de Scarbeck et de Saint-Josse en visitant les copains tenanciers des bistrots typiques. Pendant ce temps, le camion qui transporte l'arbre est gardé jalousement par quelques porteurs. Après s'être abreuvé et sustenté, ils rejoignent la Grand Place, où l'arbre est montré au public et aux édiles de la ville. Entre-temps, s'est constitué le cortège, avec le compagnon arbalétrier, la fanfare, les géants et quelques autres groupes folkloriques. Tout ce petit monde se retrouve vers 16h30 dans le haut de la rue des Sables. Les porteurs s'affairent et préparent à descendre la rue pour y planter l'arbre avant 17h. Un drapeau belge est accroché dans la couronne de l'arbre, qui devient le Meiboom à cet instant même. Tout le monde commence alors une grande farandole et montre son contentement et sa joie. Depuis 712 ans, la tradition de la plantation du Meiboom a toujours été respectée. Le Meiboom a été reconnu patrimoine oral et immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Cette manifestation s'organise toujours le 9 août. C'est une des plus anciennes traditions historiques de Bruxelles. Alors, nous passons en Wallonie avec des extraits de contes de légendes de Wallonie rassemblés par Jean-Claude Vannas. Et la première légende nous vient de Liège et s'intitule « Le langage des oiseaux ». Il était une fois un berger qui gardait ses brebis à l'orée d'un bois. Il jouait de la flûte pour passer le temps, quand tout à coup, le feu prend au bois. Pendant qu'il rassemblait ses brebis pour se sauver, voilà qu'il entend qu'on l'appelle. « Berger, berger, tire-moi d'ici !» C'était un serpent tourné autour d'un buisson
et le feu allait atteindre l'arbuste. « Mais, lui dit le berger, Nenni, dit-il, quand je t'aurai sauvé, tu me mangeras ? Non, berger, je n'ai garde. Tais-toi, tu es trop malin. Quand je te dis que je ne te ferai aucun mal, allons, berger, étends ta houlette, je me tournerai autour et tu n'auras pas à t'en repentir. » L'homme fit donc ce que le serpent demandait. Mais à peine celui-ci était-il descendu qu'il s'enroula autour du cou du berger. « Tu vois bien, s'écria celui-ci avec frayeur, voilà que tu vas m'étrangler. »« Non pas, c'est pour te dire quelque chose. Ramène-moi chez mon père et tu auras ta récompense. Mais s'il veut te donner de l'argent, ne le prends en aucun cas. Demande-lui qu'il t'apprenne le parler des oiseaux. » Les voilà donc près du père serpent. « Tu m'as rendu un grand service, dit-il au berger. Que te faut-il pour cela? Veux-tu de l'or et de l'argent? Non, garde ton or et ton argent. Il faut que tu m'apprennes le parler des oiseaux. Non, ne me demande pas cela, mais si tu veux de l'or, des 1000 et des 100, tu auras tout ce que tu me demanderas. Je ne veux ni 1000 ni 100. Eh bien alors, écoute berger, je vais te satisfaire, mais si tu en parles jamais à quelqu'un, tu mourras sûrement 1 heure après. Je n'en ai cure. Alors le père serpent dit à l'homme, « Ouvre la bouche. » Et quand ce fut fait, l'animal souffla dedans et y cracha. Dès ce moment, le berger comprenait le langage des oiseaux et il se dépêcha de retourner près de ses pauvres moutons qui l'attendaient toujours. Un peu après, passent des corbeaux. En voilà un qui fait « Couac, couac, regarde un peu quel beau coffre il y a sous le mouton noir. » Le berger l'entendit, marqua la place et alla vite chercher une bêche. Il déterra bientôt un grand coffre et quand il l'ouvrit, il le trouva plein d'or et d'argent. Maintenant, le berger était riche. Il se maria avec une fort belle femme et alla s'établir dans une grande ferme. Bon. Un beau jour qu'il se promenait avec sa femme, bras dessus, bras dessous, il entend les moineaux qui bavardent entre eux. « Chip, chip, chip » dit l'un. « Regarde un peu le maître, qu'il est fier avec sa femme. On ne dirait jamais qu'il a été berger dans le temps. » D'entendre une pareille remarque, le berger se met à rire. Mais sa femme, « Pourquoi ris-tu » demande-t-elle. Mais le berger ne voulait rien dire. « Je ris d'une idée qui me passe par la tête, une souvenance. »« Quelle souvenance ?»« Ah, laisse-moi en paix. Oui, da, vous êtes tous les mêmes, vous autres hommes. Vous riez à cette jolie femme qui passe là. Je l'ai bien vue, sans doute. Allons, allons, est-ce tout? Non, je veux que vous avouiez. Mon Dieu, si je te dis jamais pourquoi je ris, il me faut mourir dans 1 heure. Eh bien, ma foi, dit la femme furieuse, j'aime encore mieux te voir mort que de te voir infidèle. Voilà le berger qui fait apprêter un cercueil. Mais avant de s'y coucher, il prend une tranche de pain et se met à l'émétier aux poules et aux coqs. « Coq, 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 quel air le maître a aujourd'hui » dit l'une des poules. « Comment, tu ne sais pas pourquoi » demande une autre. « Non. » Eh bien, ça, et elle lui raconte tout. « Oh, est-ce possible ?»« Taisez-vous, vous autres, dit le coq. Le maître n'a que ce qu'il mérite, il est trop bête. Regardez, moi, j'ai 13 femmes, et quand il y en a une qui m'a manqué, je lui donne des coups de bec et puis c'est tout. »« Ah, c'est comme ça, se dit le berger. Le voilà qui empoigne un manche de balai et qui se met à caresser les reins de sa femme. Elle ne demandait plus jamais pourquoi il avait ri. Dernière histoire, le loup et la chèvre. Joliment encornée, Blanquette, jeune chèvre aux yeux doux et à la robe d'un blanc de neige, était voisine d'un méchant loup. Pétillante comme pas une, elle n'était point dépourvue de toute prudence, la mémoire bourrée de recommandations rabâchées par sa défunte mère,
en son vivant la moins aventureuse et la plus appréciée personne de la race caprine. Aussi, à peine rentrée dans sa demeure, poussait-elle avec soin la bobinette. Au milieu du village, pourtant, aucun danger sérieux à craindre. En cas d'attaque du perfide carnassier, il eût suffi à la pauvrette de bêler très fort pour mettre le poltron en fuite. Mais, sait-on jamais, un malheur est si vite arrivé. Elle qui avait tout pour être heureuse, confort, bien-être, considération, sans pieux, sans longe, dans un grand pré planté d'arbres qu'entouraient et hautes de plusieurs pieds, ne l'était pas pleinement. Depuis des semaines et des semaines, le démon de la curiosité la poursuivait. Blanquette voulait voyager. Oui, parfaitement. D'abord, elle aspirait à visiter le bourg. Au vrai, sa regrettée maman était morte à un âge avancé sans l'avoir entrevue. Mais c'était le vieux temps. À supposer du danger partout et en tout, on n'apprend rien. Alors, on passe pour. Elle en était là dans son raisonnement, c'est-à-dire sur le point de céder à la plus prochaine occasion. Un jour, qu'à la nuit close, le dernier angélus avait déjà tinté, le loup côteleux rôdait encore devant son nuit, essayant un bout de parlotte. Notre Blanquette, trop confiante, lui dit par l'entrebâillement : « Retourne, loup, je pars demain pour la foire de Huélin. J'ai besoin de me reposer. » « Ça tombe bien, répondit le loup, qui pour masquer sa joie cligna ses yeux brillants comme des chandelles. Depuis longtemps, je dois m'y rendre aussi. Seulement, la monotonie du chemin m'effraie. Tu viendras m'éveiller et nous ferons le trajet de compagnie. En route, je te montrerai ce que tu n'as jamais vu. D'accord ? Soit. Vous devinez le ton de cet assentiment. La chèvre ne dormit pas de la nuit. Pensez donc, cheminer du moulin de Daverdis à Neupont à travers plus de 6 kilomètres de bois avec ce sacré dévoreur. Et allez, vous réclamez de la sagesse d'une piquée de la tarentule. À l'aube, sans attendre le cocorico du vieux coq, un ex-familier de sa mère, Blanquette se lève. Tout en mâchonnant un rien de la provision d'herbes tendres préparée la veille, elle procède à sa toilette, démêle sa barbe, polit ses cornes, astique ses sabots noirs et sort sur la pointe des pieds. Qu'elle est belle et légère donc. Vrai, de la voir telle, je doute que tous les loups d'Ardennes ne l'eussent point respectée. Opinion personnelle, bien entendu. En passant vite, car les étables se remuent, un coup d'œil par la fenêtre du loup. Il ronde et bave, les narines gonflées. À coup sûr, il rêve une morceau royal dont il va enfin pouvoir se régaler. Les terres arables dépassées, foin des graminées, des pissenlits et des fleurs de coucou, voilà Blanquette au bois. Son cœur bat la charge. Que de ronces et de bourgeons inconnus s'offrent à sa vue. Un véritable Eldorado, quelle tentation! N'avoir parfois qu'à allonger le col. Néanmoins, l'imprudente trottine, l'œil et l'oreille aux aguets. Parvenue sans encombre à destination, en partie rassurée, elle vaque, pas une figure de connaissance, bien rien d'anormal, quasi indifférente aux lorgnements qui l'accablent. Gens et bêtes sont là, bouche bée, à la reluquer. Au moment du retour, Blanquette achète un énorme seau, le pend à son cou et regagne ses pénates. Tout à coup, en plein bois, un léger bruit. Elle se retourne et reconnaît le terrible voisin. « Jésus, Marie, Joseph !» A-t-elle été vue? À quel sein se vouer? Pas une seconde à perdre. À point nommé, un tournant de chemin. Elle se gare sur l'accotement, tout auprès d'une bouse fraîche, retourne le seau et se pelotonne dessous, ménageant son souffle. Les oreilles courtes, bien droites, le loup arrive, remarque le récipient. Interloqué, le vorace s'en approche avec précaution et le flaire. Il hésite. Pressé, il lève la patte gauche de derrière et se hâte. N'y tenant plus, à moitié étouffé,
Blanquette se risque. À la lettre, plus rien. Alors, circonspecte par un long détour, elle rejoint son home. Ouf, sauvée, merci mon Dieu. Le soir, le loup vient faire toc-toc à sa porte. Lui répond-on. Serais-tu malade, Blanquette? Moi, malade, je ne me suis jamais si bien portée. Je craignais, tant mieux, tant mieux. C'est que tu n'es pas allée à la foire, Blanquette. Que si, à preuve, le beau seau que tu revois. Ah, garce, si j'avais pu me douter. De nuit, penaud comme un fondeur de cloche, le loup déménagea. Fin de l'histoire. Voilà, c'est ici que s'achèvent ces histoires racontées par nos mamies conteuses. C'est ici aussi que une nouvelle activité de la Foire du Livre s'achève. Je vous rappelle que cette rencontre était proposée dans le cadre du programme Objectif Lire, toutes les actions sociétales que la Foire du Livre mène tout au long de l'année. Vous pouvez les retrouver sur notre site web flb.be. Et ce n'est pas fini. C'est jusque la fin de cette journée du 16 mai que vous pouvez encore voir des rencontres, et aussi bien en direct que sur notre site. À bientôt.